Quand vous arrivez chez le pharmacien et que vous voulez exercer le droit à la contraception, le droit à disposer de votre corps, le droit devient réel du moment où le pharmacien sort la boîte de son comptoir. Et il vous la donne pourquoi? Il vous la donne parce que quelqu'un quelque part l'a produit, parce qu'il y a toute la logistique commerciale qui fonctionne pour qu'à n'importe quel point du territoire, on puisse exercer notre droit. Si on imagine que parce qu'il y a une crise matérielle, une crise économique, une crise matérielle, cette machine se grippe, eh bien oui, nous serons pénalisés, parce que ce droit perdra tout à coup toute réalité. Vera Nikolski, je suis essayiste, auteur de Féminicène, un livre publié récemment qui est consacré à l'histoire de l'émancipation des femmes. Par ailleurs, je suis aussi ex-universitaire, docteur en sciences politiques. Voilà, avec un parcours un peu pluridisciplinaire en sciences sociales. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce livre? Comment est-ce que tu es arrivée à écrire sur ce sujet? C'est une question qui m'intéressait depuis très longtemps. C'est un sujet qui est très en vue dans la société d'aujourd'hui, qui occupe beaucoup le devant, on en parle énormément, c'est un des sujets transversaux qui couvre beaucoup de domaines. Et pourtant, il me semblait qu'il n'était pas toujours couvert de la meilleure des manières. Disons qu'il y avait des angles morts qui n'apparaissaient pas dans la manière habituelle de présenter cette histoire du progrès, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et durant des années, j'y réfléchissais, j'accumulais un peu cette frustration devant les explications proposées, et puis finalement, je me suis décidée à en faire un livre. Et alors, comment est-ce que tu as réuni un petit peu toutes les recherches à ce sujet? Est-ce que tu as lu, tu as interrogé des gens? Comment ça s'est passé? Alors, c'est un essai. Ce n'est pas un livre universitaire, au sens où je ne fais pas de recherche de première main. Je m'appuie sur les écrits, les recherches des autres, sur des connaissances générales, mais que j'essaie de relier d'une manière originale. Donc c'est plus un travail de recoupement des sources des informations qu'un travail sur ces sources en elles-mêmes. Et alors, tu l'as dit, le titre de ton livre, c'est Féminicène. Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire, Féminicène? Féminicène, c'est un néologisme qui est formé de la même façon que d'autres mots qui se terminent par le suffixe scène, dont on a plus l'habitude bien sûr, comme anthropocène par exemple, le mot dont je m'inspire, mais qui est lui-même à la base un néologisme qui s'inspire d'autres noms d'ères géologiques comme le Pléistocène, Holocène, etc. Donc ces mots qui désignent des grandes périodes géologiques à l'origine, puis historiques, qui ont marqué l'histoire de la Terre et de l'humanité. Alors, anthropocène, c'est un mot qui a été forgé par des scientifiques, climatologues à l'origine, mais beaucoup ensuite des historiens qui l'ont mobilisé aussi, et qui désigne cette période où l'humanité, dans son ensemble, a commencé à marquer son environnement d'une façon démultipliée par rapport aux époques précédentes. Et ce qui m'intéressait dedans, c'est qu'il y avait un aspect qui n'était pas souvent évoqué en lien avec ces transformations à la fois civilisationnelles et matérielles de notre environnement, c'était le devenir des femmes. Et ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que cette entrée dans l'anthropocène, qu'en général, on met quelque part autour de la révolution industrielle. Il y a des tas de débats sur la meilleure datation possible de cette période, mais les historiens en général choisissent le moment de la révolution industrielle. Cette entrée dans l'anthropocène a aussi coïncidé avec le moment où l'émancipation des femmes a vraiment pu démarrer, prendre de l'ampleur et nous amener à la situation actuelle où l'égalité est à un niveau bien supérieur à ce qu'elle était dans les sociétés pré-industrielles. Je reviendrai un peu plus en détail au cours de notre échange sur l'impact qu'a eu l'Anthropocène et, comme tu l'as dit, la révolution industrielle sur la condition des femmes dans la société. Mais avant ça, pour rester un petit peu dans la définition de certains thèmes que tu emploies, forcément, dans ton livre, tu parles beaucoup des féministes. Alors souvent, si on prend la définition pure, être féministe, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Toi, quand tu parles de féministe dans ton livre, à qui t'adresses-tu? Qui est-ce que tu désignes comme catégorie de féministe? Alors c'est une question chatouilleuse parce qu'il y a énormément de courants du féminisme. Donc quand on dit quelque chose, on peut toujours être accusé de généraliser trop, de ne pas englober, de ne pas détailler suffisamment. Et c'est tout à fait légitime. Effectivement, le féminisme est un courant complexe. Moi, dans mon livre, j'essaye de dégager des traits saillants du féminisme d'aujourd'hui en essayant de construire ce que Max Weber appelle un idéal type.
n'est-ce pas, un idéal type de l'esprit du féminisme contemporain. J'essaie de voir ce que le féminisme est devenu historiquement dans les différentes vagues du féminisme, première, deuxième, troisième, peut-être quatrième. Certains identifient une quatrième vague vraiment très récemment, avec les mouvements MeToo, etc., le féminisme, le militantisme en ligne. Il me semble que historiquement, ce qui s'est passé avec le féminisme, c'est qu'il y a l'un des deux esprits, grands esprits du féminisme que j'identifie, qui a un peu pris le pas sur l'autre. Ces deux grands esprits étant ce que j'appelle le féminisme du faire, qui est une sorte d'attitude active qui consiste à exercer ici et maintenant toute la latitude des possibilités qui nous est offerte par la situation, donc exercer par exemple ses droits pleinement pour faire tout ce que ces droits nous autorisent. Et puis ce que j'appelle le féminisme de la réclamation, voire des doléances, qui consiste à réclamer plus de droits et à traquer les inégalités. Donc quelque chose d'une démarche plus militante. Les deux sont importantes. Le féminisme de la réclamation a beaucoup fait pour hâter les changements, pour que de nouveaux droits puissent advenir. Mais c'est vrai qu'à une époque où, du point de vue formel, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes est parfaite, voire certains esprits taquins diraient qu'elle est même plus que parfaite, puisque les femmes ont certains droits que les hommes n'ont pas, des droits spécifiques qui sont inhérents au fait d'être une femme, par exemple les droits concernant la libre disposition de notre corps, à la contraception, à l'avortement, etc., qui ne concernent pas les hommes par définition. Dans la sphère réelle, c'est autre chose, bien sûr. Il y a des lacunes, il y a des endroits où l'égalité n'est pas parfaitement respectée. Mais néanmoins, à un moment où, dans la sphère juridique, beaucoup de choses ont été faites, il est assez étonnant de voir cet esprit de la réclamation, voire de doléance, c'est-à-dire parfois presque de complainte, qui se renforce plutôt que de s'affaiblir pour laisser place à davantage d'attitudes positive dans ce que j'appelle le faire, le fait d'exercer ses droits et de profiter de l'ampleur des possibilités qui nous est aujourd'hui offerte. Et si je repars un peu aux origines, c'est-à-dire au début de ton livre finalement, tu parles de domination masculine dans ton livre. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'elle a commencé cette domination masculine et surtout comment est-ce qu'elle s'est installée aux origines de la société? Pourquoi est-ce qu'à un moment les hommes étaient supérieurs aux femmes? Alors justement, toute l'idée du livre est de dire, avec Simone de Beauvoir, si j'ose dire, que cette domination n'a jamais commencé. Simone de Beauvoir dit, elle n'est pas arrivée aux femmes. C'est un phénomène de déséquilibre entre le statut des deux sexes, et c'est quelque chose qui remonte très loin dans l'histoire humaine, probablement très loin aussi dans la préhistoire. Il est vrai qu'on ne dispose pas beaucoup de données sur cette période, par définition, n'est-ce pas? Pas de traces écrites parce que l'écriture n'existait pas, très peu de traces archéologiques aussi, parce que ce sont des périodes très reculées. Mais le peu de témoignages, le peu de traces, notamment matérielles, dont on dispose sur ces périodes très reculées, laisse à penser que la même chose valait également dans les sociétés préhistoriques, ce qui ne veut pas dire que c'était des sociétés patriarcales où les femmes étaient très dominées, mais plutôt que c'était des sociétés marquées par une division assez stricte du point de vue social des tâches et des activités entre les femmes et les hommes, où oui, les hommes avaient davantage de latitude, davantage d'autonomie et probablement de pouvoir, ne serait-ce que parce que c'était eux qui détenaient les outils de la violence, que sont les armes. Parce que c'était eux qui exerçaient les fonctions de chasse, notamment, et de défense. Et pour toi, est-ce que tu as employé le mot de société patriarcale? Est-ce que pour toi, il y a eu une société patriarcale, en tout cas en France, à un moment? Alors, la notion de patriarcat est une notion minée, parce qu'elle est très politisée. On l'utilise aujourd'hui pour dénoncer n'importe quelle inégalité ou n'importe quelle injustice qui affecte les femmes. Il n'y a pas de problème, on peut utiliser ce mot si on veut, mais si on utilise ce mot, il me semble qu'il serait bon de lui donner des degrés. De parler par exemple d'un patriarcat total, d'un patriarcat léger, d'un patriarcat intermédiaire, ou bien d'inventer d'autres mots, parce que les situations sont quand même très différentes d'une société à une autre. Est-ce que le patriarcat a vraiment existé? Alors pour les anthropologues, le patriarcat désigne un certain type de structure familiale qui a bien existé dans l'histoire et qui caractérise des sociétés claniques organisées autour de la figure du patriarche, qui donne d'ailleurs ce mot, patriarcat, où plusieurs générations cohabitent sous le même toit,
et où les femmes ont vraiment un statut très, très dégradé. Elles sont souvent échangées entre les clans, un peu comme de la marchandise, totalement confinées dans l'espace domestique, ne disposent pas vraiment d'autonomie personnelle, font l'objet de tas de restrictions, etc. Cette forme de structure familiale n'a pas vraiment existé en France. Un petit peu plus dans le bassin méditerranéen et beaucoup dans des zones plus centrales, des zones continentales plus centrales, dans le monde arabe, en Afrique, en Chine. Il y a une espèce d'axe central où ces formes familiales étaient vraiment prévalentes. En revanche, ce qui est exact, c'est que bien entendu, la France des siècles précédents était un pays beaucoup plus inégalitaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc dans ce sens-là, on peut dire que le patriarcat sous une certaine forme, par extension, n'est-ce pas? Pas au sens anthropologique strict, mais par extension, on peut dire que le passé est davantage patriarcal que le présent. Et pour toi, est-ce que on peut toujours parler de domination masculine, en tout cas aujourd'hui en France? C'est une question de point de vue. On peut tout à fait s'attacher à tout ce qui aujourd'hui vient perturber le récit égalitaire. On peut pointer les inégalités salariales, on peut pointer les violences contre les femmes, qui sont bien supérieures aux violences des femmes sur les hommes, n'est-ce pas? On peut pointer aussi les différences dans la gestion du quotidien, avec les femmes qui continuent à avoir davantage de charges domestiques que les hommes. Tout ceci est vrai, et donc si on veut, on peut tout à fait parler probablement de domination masculine. Mais alors avec beaucoup de pincettes, c'est-à-dire qu'il faut dans ce cas-là vraiment préciser en quoi c'est très différent des périodes antérieures, où les femmes ne disposaient pas de droits élémentaires dont elles disposent aujourd'hui, le droit de travailler, le droit d'ester en justice, le droit de se déplacer dans l'espace public sans être accompagnées par un homme, etc., et qui sont toujours en vigueur dans certaines parties du monde. Donc voilà. Ou alors on peut refuser de parler de domination masculine aujourd'hui, de parler d'une société essentiellement égalitaire avec des déséquilibres dans certains domaines. Donc tu as cité quelques exemples d'avancées que les femmes et de droits que les femmes ont réussi à obtenir. Est-ce que, hormis le fait, on va parler après de la révolution industrielle et de cette ère qui a permis certaines avancées, mais avant ça, est-ce que les femmes avaient réclamé plus d'égalité? Est-ce qu'il y a eu quand même un moment où les voix ont commencé à s'élever, par exemple au cours du XXe siècle? Au cours du XXe siècle, bien sûr, mais le XXe siècle, c'était hier. Notre histoire est très longue. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, quelles que soient les sociétés, en général, il n'y avait pas beaucoup de réclamations autres que individuelles dans des situations très limitées. Ce discours commence vraiment à se former et à exister en tant que tel à partir de la Révolution française, où il y a des femmes qui prennent la parole, aux Lames de Gouges, etc., des figures très connues, qui essayent de promouvoir cette idée, dans le sillage des idées progressistes de la Révolution française, que la femme est un citoyen comme un autre et qu'il n'y a pas de raison de réserver les droits de l'homme aux hommes, que ce sont des droits qui concernent aussi les femmes. Mais tout au long du XIXe siècle, ces revendications, cette philosophie égalitaire reste très minoritaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les discours seuls qui ont fait le changement, parce que ces discours étaient portés, encore une fois, par des pionnières qui avaient beaucoup de mérite, parce qu'elles s'exprimaient dans une société globalement hostile à ce mouvement, mais qui n'étaient pas appuyées par un mouvement de masse. Les mouvements de masse émergent réellement au XXe siècle, et plus précisément même après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à un moment où la situation des femmes, en réalité, a déjà beaucoup évolué. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est par exemple le moment où les femmes ont déjà le droit de vote. C'est aussi un moment où les femmes sont très nombreuses à travailler, déjà. Elles sont très nombreuses sur le marché de l'emploi, notamment dans le secteur tertiaire. Beaucoup d'entre elles possèdent déjà une importante autonomie financière. Elles peuvent vivre seules, si elles le souhaitent, en tout cas une partie d'entre elles. C'est un moment où, globalement, dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, les relations entre les hommes et les femmes deviennent beaucoup plus libérées, beaucoup plus égalitaires qu'elles ne l'étaient auparavant. C'est à ce moment-là que le mouvement féministe devient vraiment un mouvement qui draine des masses et qui commence à devenir un véritable acteur
de l'histoire. Et selon toi, pourquoi est-ce qu'il a pris de l'ampleur, ce mouvement féministe, à ce moment-là de l'histoire? Qu'est-ce qui explique que, à ce moment-là, c'est devenu un mouvement de masse et qu'il n'y avait pas juste certaines voix qui portaient un peu le mouvement? C'est un phénomène général. C'est souvent quand les choses s'améliorent qu'on se rend compte qu'on peut les améliorer. Tant qu'on est inséré dans des nécessités et des déterminismes très forts, on a beaucoup de mal à protester. D'abord parce que l'idée ne nous vient pas naturellement à l'esprit. Deuxièmement, parce qu'on est forcément à l'origine tout seul. Et puis troisièmement, parce que ces réclamations ont très peu de chances d'aboutir. Ça, on peut entrer dans le détail si tu veux. Effectivement, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que ces revendications n'avaient aucune chance d'émerger et surtout de réussir avant l'heure. Donc ce que tu dis, c'est que la lutte, le fait de porter, que certaines voix portent un peu le mouvement, ce n'est pas ça qui a fait que certaines femmes ont obtenu leurs droits, ou en tout cas ce n'est pas que ça qui a permis aux femmes d'acquérir leurs droits. Donc tu l'as défini au début, tu as parlé de l'Anthropocène et qui est lié donc à la révolution industrielle. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus dans le détail pourquoi est-ce que la révolution industrielle a permis d'améliorer la condition des femmes dans la société, en tout cas en France? Oui, en effet, ce ne sont pas seulement les luttes, ce ne sont pas seulement les idées qui sont à l'origine de ce mouvement d'émancipation, ne serait-ce que parce que dire cela, c'est énoncer une sorte de tautologie. Si ce sont les idées et les luttes qui ont permis ces changements, pourquoi est-ce que ces idées et ces luttes émergent à ce moment-là? Pourquoi est-ce que, c'était ta question précédente, les femmes n'ont pas vraiment protesté auparavant, ou en tout cas jamais massivement? On a beaucoup tendance à être idéaliste dans ce sens-là. Pas idéaliste au sens où on rêve forcément à l'avenir, mais idéaliste au sens où on privilégie beaucoup les explications par les idées. Les idées sont censées gouverner le monde, transformer le monde par leur déploiement. Les idées ont un poids, les idées ont une véritable action sur le monde, mais les idées n'arrivent pas toutes seules, elles n'arrivent pas à n'importe quel moment, et elles sont souvent dépendantes d'autres facteurs qui changent dans les sociétés. Et j'ai essayé de m'attacher dans mon livre précisément à ces autres facteurs pour comprendre ce qui arrive à nos sociétés globalement autour de cette période de la révolution industrielle. Et je m'intéresse plus précisément aux éléments matériels, aux changements matériels. Matériel au sens le plus simple, le plus littéral de ce mot. Matériel, c'est-à-dire les choses, les objets. Parce que ce moment est ce moment charnière où notre environnement matériel, le monde matériel qui nous entoure, se transforme de fond en comble pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Après une très longue période historique où ce monde changeait très lentement et où il était par beaucoup d'aspects très similaire à ce qu'il avait toujours été dans notre histoire. Alors qu'est-ce qui change au moment de la révolution industrielle? J'utilise souvent cette image, ce graphique qu'on peut très bien se représenter dans la tête, celui qui caractérise les différentes grandes variables de la société humaine. Quand on regarde la population humaine, la richesse globale produite par l'humanité, la richesse par habitant, quand on regarde cette courbe sur une très longue période, non pas sur des dizaines d'années, mais sur des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, eh bien, ce qu'on voit, c'est que les courbes sont pendant très longtemps très plates, et puis à un moment donné, il y a une cassure. Et les courbes s'envolent dans un mouvement exponentiel, et tout grandit, tout croît très vite. La population explose, la richesse produite explose, la richesse par habitant explose, malgré la croissance de la population. Et toutes ces courbes sont tirées vers le haut par une courbe principale, celle du recours à l'énergie. Le recours à l'énergie, le recours accru à l'énergie dans le sillage de la révolution industrielle, a produit une accélération prodigieuse de la productivité du travail qui a permis ce mouvement cumulatif de progrès économique, de progrès scientifique et technique. Donc, c'est en ce sens que l'Anthropocène, l'entrée dans l'Anthropocène, pour moi, représente un point charnière. C'est à partir de ce moment que, grâce à cette débauche d'énergie, j'emprunte ce mot à Jean-Marc Jancovici, cette débauche d'énergie nous permet de transformer notre monde de fond en comble en l'équipant d'une formidable infrastructure technologique, à l'intérieur de laquelle maintenant nous vivons tous, ou presque, où nous naissons, où nous vivons, nous mourons, à l'intérieur d'un monde matériel qui n'a littéralement rien à voir avec celui de nos semblables il y a 500, 1000 ou 10 000 ans.
Et alors pourquoi est-ce que c'est important pour les femmes? C'est ça. Est-ce qu'il faut que j'enchaîne sur cette question-là? Parce que, à vrai dire, ce sont des changements qui affectent tout le monde, et absolument pas que les femmes, bien entendu. Ce sont des transformations qui ont affecté l'humanité dans son ensemble, qui l'ont libérée d'une série de déterminismes et de contraintes qui pesaient sur nous auparavant. Ils nous ont soumis à d'autres contraintes et à d'autres déterminismes. Mais pour commencer, ils nous ont libérés d'une série de contraintes et de déterminismes qui étaient liés à la nature. Le froid, la faim, le manque de ressources, n'est-ce pas? Les maladies. Tous ces facteurs qui constituaient pour l'humanité pré-industrielle des fatalités, au sens fort, ont été profondément transformés par cette mutation de notre environnement matériel. Pour les femmes, c'est spécialement important. Pourquoi? Parce que par rapport aux hommes, dans les sociétés pré-industrielles, elles subissaient une série de contraintes supplémentaires qui étaient liées à cette dissymétrie entre les sexes qui avait prévalu durant toute l'histoire de l'humanité, parce que c'était sur elles que pesait l'essentiel des tâches domestiques et des tâches procréatives qui occupaient un grand laps de temps dans la vie de chaque femme. Si on essaie de se représenter une journée typique de nos ancêtres d'il y a 300 ans, on se rend tout de suite compte que n'importe quelle action complètement banale, comme celle de se préparer à manger, oui, mais manger quoi? Où est-ce que je suis allée le chercher? Au magasin, au jardin? Est-ce que je l'ai fait pousser moi-même? Comment j'ai allumé le feu? Est-ce que j'ai appuyé sur un bouton ou j'ai dû aller chercher du bois, le couper, et puis ensuite l'allumer? S'habiller? Est-ce que c'est moi qui l'ai fabriqué avec mes petites mains ou je suis allée l'acheter dans un magasin ou le commander en ligne? Etc., etc. Donc chacune de ces tâches, dans ce monde pré-industriel, prenait beaucoup de temps. Donc pour les tâches domestiques, chaque ménage avait besoin d'un emploi à temps plein pour faire tourner le ménage, pour que la vie se fasse. Et ces tâches étaient dévolues aux femmes. Donc la technologisation de notre quotidien, cette technostructure qui nous entoure, réseau électrique, réseau de distribution d'eau, réseau logistique qui nous amène les marchandises partout, a eu une importance capitale sur le temps disponible dans la journée des femmes, donc temps qu'on peut consacrer à autre chose. Et puis la deuxième variable absolument essentielle qui dégage du temps pour les femmes, celle de produire les enfants qui reproduisent le groupe. Et la reproduction, pour les femmes, accaparait une très grande partie de leur existence, parce que dans le monde pré-industriel, on faisait beaucoup d'enfants. On faisait beaucoup d'enfants, pourquoi? Pour des tas de raisons. Parce qu'on ne maîtrisait probablement pas très bien les mécanismes contraceptifs, mais surtout parce que les enfants mouraient énormément. Dans le monde pré-industriel, en moyenne, un enfant sur deux arrivait à l'âge adulte. Et quand un enfant sur deux arrive à l'âge adulte, ça veut dire que vous ne pouvez pas, si vous voulez avoir des enfants vivants, en faire 2. Vous pouvez même difficilement vous permettre d'en faire 4, parce que les statistiques étant ce qu'elles sont, si vous n'avez pas de chance, vous pouvez en avoir 3 qui meurent, n'est-ce pas, et pas 2. Les femmes avaient beaucoup plus d'enfants en général. On en avait 6, on en avait 8, on en avait 10. Et dans la vie d'une femme, faire 8 enfants, faire 10 enfants, c'est quelque chose qui accapare énormément de temps, qui prend énormément d'énergie et qui limite d'autant la possibilité pour les femmes de s'investir dans d'autres sphères de la vie sociale et économique. Donc c'est cette libération formidable du temps des femmes qui leur permet, dans le sillage de la révolution industrielle, dans les décennies qui suivent, ce n'est pas du tout un mouvement immédiat, c'est quelque chose qui agit par lente progression et accumulation, de prendre de plus en plus de place dans les autres sphères, donc je le disais, de la vie sociale et économique, notamment dans le salariat, où elles entrent au XIXe siècle, d'abord dans l'industrie, puis surtout beaucoup dans les services, où elles sont d'abord beaucoup moins bien payées que les hommes, où elles sont naturellement exploitées, mais c'est comme si elles mettaient le pied dans la porte, et à partir de ce moment, elles ne quitteront plus ce marché de l'emploi, elles seront de plus en plus nombreuses à s'y investir, jusqu'à atteindre quasiment l'égalité du point de vue du taux d'emploi entre les hommes et les femmes. Dans nos pays, ils sont assez proches. Et qui dit travail salarié, alors il ne dit pas du tout émancipation parfaite, parce que comme je le disais, quand on sort d'une aliénation, on est en général soumis à une autre aliénation. Je ne dis pas du tout que les femmes deviennent parfaitement libres. En revanche, elles deviennent davantage autonomes de leur mari, de leur conjoint, et elles deviennent soumises au même déterminisme que les hommes, de ce point de vue-là. Les déterminismes qui pèsent sur les hommes et les femmes dans ce nouveau monde sont davantage similaires.
Et quels sont ces déterminismes dont tu parles, par exemple, qui sont similaires maintenant? Eh bien, par exemple, dans le salariat, c'est quand même un système d'exploitation de l'homme par l'homme. Le salariat consiste à travailler, à vendre sa force du travail contre un salaire. Donc c'est quelque chose qui est aliénant. Je ne sais pas, on peut regarder Charlie Chaplin dans les mécanismes. Il ne maîtrise pas sa vie. C'est le travail salarié et représente, on peut le considérer en tout cas comme une forme d'aliénation. De ce point de vue-là, les femmes qui sont sur le marché du travail d'aujourd'hui sont tout autant soumises au rythme de l'entreprise, au patron, si l'on veut, etc., aux logiques financières, capitalistes et autres. Malgré ça, est-ce que le monde de l'entreprise, en général, le fait que les femmes travaillent, tu parlais du féminisme du faire au début, est-ce que ça leur permet d'acquérir de nouveaux droits, de gagner en place dans la société et d'avoir une société un peu plus égalitaire? Est-ce que le fait qu'elles soient rentrées dans le monde de l'entreprise, quand même, ça a amélioré tout ça? Je pense que le fait de travailler à l'extérieur, dans des conditions comparables à celles des hommes, c'est quelque chose qui, d'abord, leur offre cette autonomie financière, qui est la pierre angulaire de l'autonomie tout court. On ne peut pas être indépendant si on n'est pas indépendant financièrement. Si on est financièrement dépendant de son conjoint, par exemple, on peut avoir les plus belles idées du monde. Concrètement, on n'a pas la possibilité, par exemple, de divorcer ou de vivre seul, n'est-ce pas, si on n'a pas de ressources propres. Avoir des ressources propres, c'est quelque chose qui autorise ce choix souverain des femmes sur leur vie dans la plupart des situations, dans un grand nombre de situations, en tout cas dans nos pays. C'est aussi quelque chose qui agit sur les consciences. Le fait que les femmes et les hommes travaillent désormais dans des collectifs mixtes, avec des conditions très similaires, alors similaires égales en droit, parfois pas entièrement égales dans la réalisation concrète, mais le fait qu'elles soient très nombreuses sur le marché du travail, c'est évidemment quelque chose qui participe à former le regard qu'on porte sur les deux sexes. Ce n'est pas la même chose d'observer une société où les femmes sont globalement à la maison et où les hommes sont à l'extérieur, qu'une société où les deux se déplacent de la même façon, dans les mêmes sphères, évoluent dans les mêmes activités, dans les mêmes espaces. Donc c'est évidemment quelque chose qui leur donne et de l'autonomie, qui modifie les consciences et qui leur donne aussi du poids. Parce que pour agir, pour revendiquer, pour réclamer efficacement, c'est toujours bien d'avoir des moyens de pression. Si on n'a pas vraiment de moyens de pression, c'est difficile de créer un rapport de force. Donc le fait de travailler, incontestablement, apporte ce moyen de pression aux femmes. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que les mouvements féministes prennent de l'ampleur à ce moment-là. Parce que les femmes acquièrent ce moyen de peser, en fait, de peser dans le rapport de force, de peser dans les négociations, qu'elles n'avaient pas forcément avant. C'est tout l'imaginaire, tous les slogans, par exemple des grèves féministes, où les femmes se mettent en grève pour dire « regardez comment on est importante dans l'économie aujourd'hui ». Alors je ne dis pas que c'est forcément très, très efficace comme moyen, mais disons qu'on voit bien que le raisonnement est là. Le fait de travailler donne du poids, donne des moyens de pression. Et une chose aussi que tu défends dans ton livre, dis-moi si je me trompe, mais c'est que si les femmes ont acquis certains droits, c'est aussi parce que les hommes, avec un petit h, donc masculin, l'ont aussi voulu. Ils ont permis aussi aux femmes, eux, ils voulaient qu'elles aient ces libertés. Je prends par exemple le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, tu as pris cet exemple, les femmes sont devenues ouvrières dans les usines, c'est les hommes qui ont fait appel à elles et qui ont voulu qu'elles viennent travailler. C'est aussi ça que tu défends ? Oui, alors, de façon générale, dans ce livre, j'essaye de sortir de cette image de volonté maligne ou par exemple, d'hommes qui collectivement ne voulaient pas l'émancipation des femmes ou de femmes qui, par leur seule volonté, ont imposé leur libération. Je pense qu'on est face à des phénomènes beaucoup plus structurels, beaucoup plus globaux, qui excèdent les volontés individuelles, qui les dépassent. Les hommes l'ont bien voulu. Alors ici, je paraphrase un peu Simone de Beauvoir, qui est très ironique, qui est très, très caustique dans le deuxième sexe, dans le premier tome du deuxième sexe, où elle dit que les femmes n'ont jamais réellement lutté pour obtenir leurs droits, elles ont pris ce que les hommes ont bien voulu leur concéder. Alors c'est un peu lapidaire comme formule, mais force est de constater qu'en effet, l'essentiel des grands droits qu'ont obtenus les femmes, notamment le droit de vote, n'avait pas été précédé dans beaucoup de pays par des mobilisations très importantes. Il y a eu les suffragettes, bien entendu, les suffragettes surtout dans les pays anglo-saxons, mais même les suffragettes, c'était des mouvements, quand on regarde les nombres de femmes impliquées, qui étaient très limités.
Et de surcroît, le droit de vote n'a pas forcément été accordé dans le sillage de ces manifestations. En Grande-Bretagne, par exemple, il a été accordé après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à un moment où les revendications des femmes avaient plutôt baissé. Bon. Il me semble que les transformations structurelles dont je parle dans le livre, les transformations matérielles, y sont pour beaucoup. Ils y sont pour beaucoup, pourquoi ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que les femmes avaient obtenu, grâce à ces transformations, davantage de temps, donc elles étaient plus disponibles pour offrir leur force du travail. Mais en face, il y avait aussi une demande très importante du travail des femmes, demande des hommes, si l'on veut, demande du système capitaliste dans son ensemble. Parce que la révolution industrielle, c'est vraiment le point d'essor de ce capitalisme industriel qui, pour se développer, a besoin de bras. C'est vraiment un moment où on met tout le monde au travail. C'est le moment de l'exode rural, on sort les paysans des campagnes, c'est le moment où on met même les enfants au travail, on les envoie à la mine, on les envoie à l'usine, et les femmes aussi. Donc les femmes participent, il y a une espèce de rencontre entre la nouvelle disponibilité des femmes et la demande du travail féminin. Et c'est pour ça que ça marche. Donc en un sens, on peut dire que les hommes l'ont voulu, mais pas les hommes individuellement, n'est-ce pas ? La configuration historique était telle qu'il y avait une demande pour le travail féminin. Et je ne dis pas non plus que les hommes n'ont pas résisté individuellement, dans certains contextes, dans des assemblées, etc., contre l'avancée des droits des femmes. Au contraire, il y avait des blocages, et c'était des blocages forts, individuellement, psychologiquement. Mais quand on regarde l'ensemble de l'histoire humaine, on se rend compte que, de fait, en élargissant la focale et en faisant abstraction des destins individuels du moment, c'est au contraire un mouvement très rapide, très violent, où on a l'impression que la résistance des hommes, oui, n'a pas été très sérieuse, voire, à l'échelle historique, n'a pas vraiment existé. Ce sont des assemblées d'hommes qui ont accordé aux femmes leurs premiers droits et des droits essentiels. Et alors la société d'aujourd'hui, on y vient. Est-ce que, selon toi, les droits des femmes aujourd'hui sont menacés ? Alors les droits des femmes sont certainement menacés comme n'importe quel droit, à n'importe quel moment. Oui, les droits des femmes sont menacés par beaucoup de choses. On fait souvent appel à cette idée que les droits des femmes sont fragiles, qu'elles peuvent régresser à n'importe quel moment, en liant cette fragilité toujours aux idées. On reste encore une fois sur les idées. On met les idées en avant pour expliquer le mouvement de l'émancipation, et on met également les idées en avant pour alerter sur la fragilité des droits des femmes. Quelles idées ? Eh bien, les idées réactionnaires, conservatrices. Les droits des femmes seraient aujourd'hui essentiellement menacés par les idées conservatrices. Les religions aussi, des religions surtout dans leur forme dure, leur forme fondamentaliste et intégriste, sont incontestablement des phénomènes qui peuvent amorcer un mouvement de recul, un mouvement de régression pour les droits des femmes. Mais je dirais que si les conditions matérielles ne changent pas de façon substantielle, c'est une situation qui reste toujours réversible. Si les droits des femmes régressent parce qu'il y a l'arrivée au pouvoir, par exemple, d'une force davantage conservatrice, davantage réactionnaire, il y a toujours une possibilité, en se mobilisant de l'autre côté, de renverser la situation. Ce qui m'intéresse, moi, dans le livre, un peu un miroir avec ce que j'essaie de montrer du point de vue historique, dans ce rôle des éléments matériels, dans la possibilité d'égalité. Ce qui m'intéresse donc, c'est ce qui peut se passer si ce sont ces conditions matérielles qui se dégradent. Donc, si notre société, du point de vue matériel, est promise à une longue stabilité, à une longue prospérité, si par exemple on devait continuer sur la lancée sur laquelle on était les dernières décennies, les derniers siècles, eh bien, je ne serais pas trop inquiète pour le droit des femmes. Parce qu'il y aurait toujours la possibilité, grâce à des mobilisations, à des idées, de faire prévaloir le meilleur scénario. En revanche, si c'est l'infrastructure matérielle de notre société qui s'effondre, qui est abîmée, qui est fragilisée, là, on n'aura plus que de mauvaises cartes en main. Et pour moi, c'est vraiment le danger principal. Le danger principal parce qu'il est intérieur. Il n'affecte pas la surface, il affecte les conditions de possibilité de l'égalité. Et donc, on a parlé de la révolution industrielle qui a fait, comme tu l'as dit, monter les courbes et permis aux femmes beaucoup d'acquisitions.
Est-ce qu'à l'inverse, le phénomène de désindustrialisation que la France a connu et connaît toujours, est-ce que ce phénomène-là, il abîme les conditions matérielles, comme tu dis, et donc il impacte et il met en danger un peu les droits des femmes dans la société, en tout cas en France, la société française? Est-ce qu'il y a un lien? C'est une question intéressante. À l'heure actuelle, je pense qu'il serait difficile de mettre en avant un changement massif dans la condition des femmes à cause de ce processus de désindustrialisation. Il y a des indices, notamment dans tout ce qui concerne la disponibilité sur le territoire national de certains artefacts ou objets qui sont particulièrement importants pour les femmes. Mais je dirais que l'absence ou la non-disponibilité sur le sol national de ces éléments, elle reste assez facilement comblée à l'heure actuelle par toute la logistique commerciale qui est celle de nos sociétés. Jusqu'à présent, la France reste un pays suffisamment riche, suffisamment prospère, pour ne pas pâtir trop du fait qu'elle ne produit pas elle-même sur son sol un certain nombre d'objets qui sont indispensables au quotidien. N'est-ce pas? Nous ne produisons pas grand-chose du point de vue du confort matériel dont nous jouissons. Notre confort matériel est assuré par des objets qui viennent très souvent d'ailleurs. Notre confort matériel, mais aussi le niveau technologique de nos sociétés. Très peu de choses qui comptent dans ces domaines sont fabriquées chez nous. Ce n'est pas trop handicapant dans la situation actuelle. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est quelles seraient les conséquences de cette situation si d'aventure toute la structure matérielle de notre société connaissait de graves perturbations. Je donne un exemple qui parlerait, je pense, à beaucoup. On en a eu un petit indice, un petit avant-goût avec ce qui s'est passé au moment de la crise du Covid. Au moment de la crise du Covid, qui a été un choc pour le monde entier, on s'est rendu compte subitement que ne pas disposer chez nous d'un certain nombre de choses pouvait être extrêmement préjudiciable, alors qu'on s'était toujours dit qu'il suffit de pouvoir les acheter. Oui, il suffit de pouvoir les acheter si ceux qui les produisent veulent bien nous les vendre. S'ils veulent bien nous les vendre et s'ils veulent bien les acheminer jusqu'à chez nous. On l'a vu pour les masques, on l'a vu pour les respirateurs, on l'a vu pour des choses qui étaient essentielles au moment de la crise du Covid. On peut tout à fait transposer ça sur les droits des femmes. Je prends souvent l'exemple de l'objet emblématique s'agissant du droit à disposer de son corps, le droit emblématique qu'est la pilule. La pilule qui symbolise le droit à la contraception. On est d'accord qu'il n'y a pas que la pilule, qu'il y a d'autres moyens, etc. Je prends cet exemple juste parce qu'il est très parlant, mais en fait, on peut transposer ce raisonnement sur beaucoup d'autres choses. Il faut juste faire une ou deux opérations mentales de plus. Mais le raisonnement tient pour énormément de choses. Quand vous arrivez chez le pharmacien et que vous voulez exercer le droit à la contraception, le droit à disposer de votre corps, le droit devient réel du moment où le pharmacien sort la boîte de son comptoir. Il la sort, il vous la donne, et là, votre droit devient réel. Et il vous la donne pourquoi? Il vous la donne parce que quelqu'un, quelque part, la produit, c'est-à-dire qu'il y a des usines qui tournent, qui marchent, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de matières premières, parce qu'il y a toute la logistique commerciale qui fonctionne, tous les transports qui marchent, donc les tankers, les supertankers, les containers, etc., tout ça, les trains, le fret, les camions, qui amènent ces boîtes, ces pilules, dans toutes les pharmacies de France, pour qu'à n'importe quel point du territoire, on puisse exercer notre droit. Si on imagine que parce qu'il y a une crise matérielle, une crise économique, une crise matérielle, cette machine se grippe, eh bien oui, nous serons pénalisés, parce que ce droit perdra tout à coup toute réalité. Donc est-ce que ça ne serait pas une protection de produire finalement ces choses matérielles sur notre territoire plutôt que de dépendre des autres? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il suffit d'un problème économique, un désaccord géopolitique pour ne plus y avoir accès et donc mettre potentiellement en péril les droits. Oui, j'en suis convaincue. Je suis tout à fait convaincue que produire ces choses sur le sol national a un effet très protecteur en pensant à l'avenir. Un effet protecteur contre ces crises. Et ces crises peuvent être effectivement géopolitiques, elles peuvent être de nature politique, géopolitique, mais elles peuvent aussi être systémiques. Essentiellement deux crises qui sont conjointes. La crise des ressources, qui risque d'affecter énormément de domaines, et notamment le produit essentiel, le produit central de notre civilisation, qui est l'énergie, mais aussi la crise climatique.
La crise climatique qui est d'ailleurs qui montre que ce mouvement de progrès via l'industrialisation n'est pas qu'un mouvement positif. Il ne faudrait pas mal interpréter ce que j'essaie de montrer. Je n'essaie pas de montrer que c'est une force univoquement positive dans notre histoire. C'est une force qui nous a donné beaucoup, mais c'est une force qui nous a soumis à beaucoup de dépendance. Et c'est aussi une force qui a abîmé, qui a contribué à déstabiliser, à abîmer notre environnement. Et en abîmant notre environnement, elle nous expose peut-être aujourd'hui à un avenir qui sera extrêmement dégradé et dans lequel toutes ces possibilités auxquelles nous nous sommes hissés risquent d'être sapées, minées, voire peut-être de disparaître de façon assez brutale. Et quand on réfléchit à ces crises, qui en plus les deux peuvent se télescoper, la crise des ressources, la crise climatique, qui va affecter les conditions de production dans notre environnement, eh bien oui, je pense que pouvoir produire des choses sur notre sol, disposer d'une importante autosuffisance dans le plus grand nombre possible de domaines stratégiques, oui, c'est quelque chose qui aurait un effet protecteur parce qu'on pourrait les gérer nous-mêmes, parce qu'on pourrait prendre les décisions stratégiques nous-mêmes et parce qu'on ne dépendrait pas, on serait moins vulnérable, on pourrait réagir beaucoup plus vite que si nous dépendons de ces chaînes extrêmement longues de production et d'acheminement qui sont celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que paradoxalement, d'un des pays les plus développés, on risquerait dans cette situation de se retrouver dans une situation très défavorable. Tu as parlé à un moment dans ta réponse de la crise sanitaire, enfin la crise du Covid en tout cas qu'on a connue il y a 5 ans maintenant. Une autre crise sanitaire dont on parle peu, c'est celle de l'antibiorésistance. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire en quoi est-ce que ça pourrait être une menace pour les droits des femmes, cette crise dont j'en ai déjà discuté avec une personne, mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui connaissent ce terme et ce que ça pourrait engendrer. Oui, effectivement, j'ai parlé de 2 crises. En réalité, je pense qu'il faut parler de 3 crises. Et la 3e crise est effectivement une crise sanitaire systémique qui est possible. Parce que le problème, si nous connaissons une dégradation de notre monde matériel, c'est aussi que nous risquons d'entrer dans ce monde peut-être moins technologique, peut-être moins riche en énergie, peut-être plus manuel, plus fruste quelque part que celui dans lequel nous habitons aujourd'hui, en étant en même temps soumis à davantage de contraintes du côté sanitaire. C'est-à-dire qu'on risque tout simplement d'avoir davantage de maladies. Pourquoi on risque d'avoir davantage de maladies ? Si on entre dans un monde plus manuel, il y a une partie des maladies dont on sera débarrassé, ou en tout cas qui vont régresser spontanément beaucoup. Tout ce qui est lié, tous les fléaux de la vie moderne, que sont par exemple l'obésité, la dépression, les maladies cardiovasculaires. Si le monde change vers plus de dureté, c'est des maladies qui plutôt auraient tendance à régresser. En revanche, nous serions confrontés de nouveau à un fléau qu'on a complètement oublié, mais qui a pendant très longtemps accompagné l'humanité, que sont les maladies infectieuses. Et les maladies infectieuses sont dès aujourd'hui en croissance. Elles sont en croissance pour des tas de raisons, notamment à cause du changement climatique. Il y a un déplacement vers le nord de toute une série de maladies vectorielles, notamment qui sont portées par des moustiques, etc. Mais au-delà de ça, il y a donc cette crise effectivement que tu évoques, qui est celle de l'antibiorésistance. Et alors l'antibiorésistance, pour expliquer pourquoi c'est une crise, il faut comprendre le rôle majeur des antibiotiques, le rôle majeur qu'ils ont joué dans l'histoire de la mortalité, notamment dans l'histoire de la mortalité infantile. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que les femmes dans le monde pré-industriel faisaient beaucoup d'enfants parce que la mortalité infantile était très élevée. Cette mortalité a baissé à partir du XIXe siècle seulement, sous le coup de plusieurs facteurs. Quand on regarde la courbe, on peut presque identifier parfois les moments où ça commence à descendre brutalement. Une série de facteurs très généraux liés aux transformations dont j'ai parlé tout à l'heure, l'enrichissement global des sociétés qui fait reculer les famines, et qui dit recul des famines dit des enfants avec une meilleure immunité, moins de rachitisme, donc moins de morts. L'assainissement de l'eau grâce au système de canalisation moderne et d'assainissement de l'eau qui nous libère de tous les virus gastro-intestinaux qui décimaient littéralement les petits-enfants. La pasteurisation du lait notamment, qui est absolument essentielle aussi. L'asepsie, bien sûr,
notamment au moment de la naissance, qui contribue à baisser drastiquement la mortalité périnatale. Et puis, les deux grandes avancées médicales que sont la vaccination et les antibiotiques. Les antibiotiques, ça a été un peu un produit miracle. C'est intéressant parce que c'est un peu comme l'énergie, c'est un peu comme le pétrole. C'est un produit qui nous a donné une force prodigieuse, qui nous a permis de littéralement tout transformer autour, mais qui aujourd'hui nous soumet aux aléas, par exemple, de notre environnement, que ce même extractivisme contribue à déstabiliser. Eh bien, les antibiotiques, c'est un peu pareil. Ça nous a permis de nous libérer littéralement contre la mort des enfants, puis bon, des jeunes, parce que les maladies infectieuses étaient la première cause de mortalité. Donc ça nous a permis beaucoup, mais ça nous a quelque part soumis à cette dépendance. Nous dépendons de ces produits pour résister à ces pathogènes. Or, ces produits ont une durée de vie très courte. Très courte, pourquoi? Parce que les bactéries s'adaptent très vite. Et aujourd'hui, nous en sommes à avoir énormément d'antibiotiques qui ne marchent plus. Les bactéries deviennent résistantes, c'est-à-dire non sensibles aux médicaments avec lesquels on essaie de les traiter. On essaie d'inventer d'autres médicaments pour les remplacer. Elles s'adaptent aussi. Et émergent ce qu'on appelle les bactéries multirésistantes, les BMR, qui finissent, pour certaines, à résister à l'ensemble des antibiotiques dont on dispose. Ça, c'est quelque chose qui est très récent. Ça fait une quinzaine d'années qu'on en parle vraiment. Alors, on pourrait se dire que le problème n'est pas si grave parce qu'on peut toujours inventer d'autres antibiotiques, n'est-ce pas, qui viendront remplacer les premiers et ainsi de suite. C'est un peu ce qui s'est passé au départ. Le problème, c'est que ce mécanisme s'est un peu enrayé. On ne travaille plus vraiment sur de nouveaux antibiotiques depuis très longtemps. Il y en a très peu qui sont en essai clinique. Ce qui fait qu'on risque de se retrouver réellement sans cette balle magique au moment même où les maladies infectieuses risquent de s'emballer. Dès aujourd'hui, la mortalité directe par antibiorésistance dans le monde dépasse 1 million. La mortalité associée se situe aux alentours de 5 millions de personnes par an et l'OMS promettait 10 millions dans un avenir proche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, qui pourtant n'est pas censé être traité par les antibiotiques, mais de fait qu'il a beaucoup été pour éviter les complications, les surinfections, on a fait un grand bond en avant. Et l'antibiorésistance a vraiment, elle s'est beaucoup accélérée à cause de cette pandémie. Donc c'est un problème très grave. C'est-à-dire qu'on risque d'entrer dans un monde plus compliqué en ayant moins d'armes à notre disposition. Et une forte augmentation de la mortalité, notamment infantile, qui serait très préjudiciable pour les femmes, n'est vraiment pas une supposition faible. C'est une supposition qui semble assez plausible. C'est-à-dire que ça remettrait les femmes dans ce côté de devoir faire beaucoup d'enfants parce qu'il y a beaucoup de mortalité. C'est ça que ça engendrerait au final ? C'est-à-dire que c'est des phénomènes un peu systémiques. Si vous êtes à la fois dans un monde plus manuel, où il y a davantage de travaux de force, qui exigent une disponibilité constante que n'ont pas forcément des femmes à cause du fait qu'elles font des enfants, si vous êtes dans un monde qui en même temps est un monde peut-être plus violent, parce qu'il y a moins de ressources, souvent plus de tensions, plus de conflits, plus de guerres aussi, plus de violences physiques. Si c'est également un monde où les enfants meurent plus souvent, oui, on peut avoir une tendance vers davantage d'enfants par femme. Ce qui ne va pas mécaniquement remettre les femmes tout de suite à la maison, mais qui va mécaniquement, pour le coup, réduire sensiblement les possibilités diverses dont elles disposent dans la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir ou ne pas avoir des enfants est un choix. Une société où la mortalité infantile grimpe sérieusement, c'est une société où ce choix peut devenir davantage contraint. Et pour éviter justement de perdre ce matériel, pour éviter de se laisser embarquer dans ces différentes crises, qu'est-ce qu'il faut faire selon toi ? Qu'est-ce que les femmes et les hommes engagés et qui souhaitent l'égalité des droits devraient faire idéalement ? Est-ce que, par exemple, tu parlais aujourd'hui de cette nouvelle ère du féminisme un peu plus digitale, est-ce que ça c'est suffisant ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est efficace ? Ou est-ce qu'il faut faire différemment ? Alors, la première chose à dire, c'est que, bon, ça c'est personnel, je suis assez fataliste. Il me semble que ce dont je parle, ce sont des phénomènes très, très globaux qui affectent vraiment des grosses variables de nos sociétés, ce qui fait qu'il est assez compliqué d'agir de façon volontaire
et ciblée sur ce qui se passe. Je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement agir à la hauteur de l'ampleur de ce qui nous arrive. Donc les pistes que je propose dans mon livre sont des pistes très modestes, n'est-ce pas? Elles ne prétendent pas du tout renverser le mouvement et on va s'en sortir super bien si on adopte les conseils que je donne. Pas du tout. Le féminisme actuel, on avait commencé par là et on revient là-dessus. Le féminisme actuel s'attache énormément, donc tu as parlé du féminisme digital, surtout dans ses derniers avatars, justement depuis une dizaine d'années. Il s'attache essentiellement à deux sphères. Il s'attache à la sphère juridique, donc la législation, assurer des droits aux femmes, jusqu'à des droits les plus détaillés qui concernent différents aspects de la vie des femmes, et assurer le respect des droits qu'elles ont déjà, donc la sphère juridique, ce qui est normal, parce que le juridique est très important dans nos sociétés. Nous vivons dans des sociétés de droit, des états de droit, donc le droit est vraiment un ordre, une sphère très, très, très importante pour nous. Et la sphère des mentalités. Les droits et les mentalités. On va essayer d'agir sur les imaginaires, sur les représentations, éduquer les gens, leur expliquer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Ces deux modes d'action, disons, marchent plutôt, ou en tout cas pour certains, dans certains cas, marchent dans le monde d'aujourd'hui. Ça marche dans le monde d'aujourd'hui pour la raison que je viens d'évoquer. Notre monde d'aujourd'hui est fondé sur le droit et à l'intérieur de cette matrice, on peut aussi essayer de changer les mentalités qui sont adaptées au monde matériel que nous avons. Néanmoins, si on réfléchit à l'avenir et si on se place dans la perspective d'une possible dégradation, je ne dis pas non plus que cette dégradation est totalement assurée. Il se peut qu'on s'en sorte pas si mal. Mais si on est inquiet d'une dégradation possible matérielle à l'avenir, dans ce cas-là, ce mode d'action n'est clairement pas suffisant pour assurer l'avenir. Parce qu'on peut se battre autant qu'on veut aujourd'hui pour avoir tel et tel droit. On peut se battre autant qu'on veut pour que les mentalités évoluent et que les hommes d'aujourd'hui pensent ceci ou cela des femmes. Ça ne garantit en rien que dans un monde qui matériellement aura changé, ces gains, ces victoires vont perdurer. Au contraire, dans un monde qui change du point de vue matériel, dans lequel nous devenons soumis à des déterminismes nouveaux, à des nécessités nouvelles, les mentalités vont naturellement s'adapter à ces nouvelles nécessités. Les mentalités s'adaptent toujours à la réalité du monde qui nous entoure. Et le droit également. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir des droits sur le papier, dans un premier temps du moins. Mais si le monde matériel ne nous permet pas vraiment de les exercer, eh bien ces droits vont devenir vides de sens et vont nous faire une belle jambe, quelque part, pour employer une expression familière. J'ai évoqué tout à l'heure la pilule. Voilà, si vous n'avez pas la pilule, vous avez toujours le droit à disposer de votre corps, mais qu'est-ce que vous en faites? Vous ne l'avez pas. Vous pouvez avoir le droit à l'avortement, vous pouvez même l'inscrire dans la Constitution. C'est vraiment un droit très fort maintenant dans notre législation. Eh bien, si vous n'avez pas assez de centres médicaux qui marchent bien, qui ont suffisamment de ressources dans la société pour former les médecins, suffisamment de matériel médical pour assurer ces interventions dans des conditions sécurisées, eh bien, vous aurez toujours le droit. Mais ce droit sera formel, vous ne pourrez pas le faire, n'est-ce pas? Donc c'est de ce point de vue-là qu'il me semble que ce type de militantisme n'est pas forcément suffisant si on se place dans cette perspective par rapport à l'avenir et si on est inquiet par rapport à ces dégradations possibles. Et il me semble qu'on doit davantage prendre conscience de l'importance de ces éléments matériels et techniques comme condition de possibilité de ces droits. Donc, à côté de cet activisme ou ce militantisme dans le monde d'aujourd'hui, il me semble essentiel de travailler, peut-être plutôt que de militer, de travailler sur cette matérialité, c'est-à-dire sur les domaines qui comptent et qui vont compter pour continuer à assurer ce niveau matériel qui nous autorise cette existence plus ou moins interchangeable entre les hommes et les femmes. Donc tout ce qui concerne notamment eh bien, la transition de notre monde matériel, de l'état où il est aujourd'hui, vers l'état de demain, où il faudra continuer à fonctionner malgré le changement des conditions, c'est-à-dire moins de ressources, c'est-à-dire des conditions climatiques qui auront changé. Et donc travailler sur ce changement pour qu'il ne ressemble pas, ou le moins possible, à un effondrement
et le plus possible à une transition raisonnée, canalisée, maîtrisée, ça me semble être une démarche fondamentalement bénéfique pour les femmes de demain, une attitude de prévoyance, une attitude de travail par anticipation pour les générations de femmes qui vont nous suivre. Il faut donc produire un niveau de conditions matérielles et de matériel tout en innovant pour s'adapter aux futures évolutions du monde, quoi. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas un appel pour continuer à extraire une masse de pétrole du sol, à tout polluer et à surconsommer. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est plutôt l'inverse. C'est un mouvement qui nous a permis beaucoup, mais clairement, de façon un peu dialectique. Il n'est ni bon ni mauvais. Il a produit du bon, mais aujourd'hui, il risque de devenir au contraire une force du chaos, d'une certaine manière. Il faut essayer de trouver un moyen de le faire atterrir. Et de le faire atterrir sans casser dans le processus ce monde matériel qui nous assure ces conditions de possibilité d'égalité. Il n'assure pas que ça, mais là, en l'occurrence, je me place dans la perspective des droits des femmes. Pour les femmes, il me semble que c'est absolument essentiel, parce que sans ces éléments matériels, une réelle égalité entre les sexes me semble matériellement impossible. Donc ce qu'il faudrait, c'est que les femmes fassent partie un petit peu de ceux qui font, de ceux qui produisent, qu'elles continuent dans leurs entreprises d'innover, de produire pour améliorer le monde, en fait. Oui, il me semble à moi beaucoup plus, ou en tout cas très logique pour les femmes qui sont soucieuses de l'égalité de demain, celle de leurs filles par exemple, de leurs petites filles, des filles de leurs petites filles, de s'engager nombreuses dans ces sphères de la vie économique, scientifique, technique, technologique, dans lesquelles elles pourront à la fois elles-mêmes contribuer au processus, et puis dans lesquelles elles pourront peser. Il me semble que c'est important de prendre conscience du poids énorme que porte le travail sur ces éléments matériels et qu'on n'a pas du tout l'habitude de considérer sous cet angle-là. On le considère du point de vue de la consommation, on le considère du point de vue des ressources qu'il nous apporte, le salaire, de la passion aussi, est-ce qu'on aime les sciences, est-ce qu'on n'aime pas les sciences. Mais à mon sens, il y a un autre élément à considérer, c'est qu'est-ce que le travail dans ces domaines va apporter au monde de demain, à celui dans lequel vont vivre mes enfants.